Berlin, avril 1945. L'armée rouge avance depuis l'Est dans une marée qui écrase tout sur son passage. Les bombardiers alliés réduisent en décombres ce qui reste des villes allemandes. Le Reich qu'Adolf Hitler avait promis durer 1000 ans se contracte chaque jour, comme une plaie qui se ferme, mais vers l'intérieur. Et au milieu de cet effondrement, dans les rues et les tranchées, parmi les adultes qui continuent de se battre, apparaissent des figures qui ne devraient pas être là. Des garçons de 15, 14, voire 12 ans, portant des uniformes trop grands, brandissant des armes conçues pour des mains adultes. Le 20 avril 1945, Adolf Hitler a eu 56 ans. Ce fut son dernier anniversaire. Ce même jour, dans les jardins en ruine de la chancellerie du Reich, il fit sa dernière apparition publique. Il ne se présenta pas devant des généraux ni devant des dignitaires du parti. Il se présenta devant un groupe d'enfants. Il leur remit personnellement la croix de fer pour leurs actions au combat. Certains de ces garçons avaient 12 ans. Aucun d'eux n'atteignit l'âge de 13 ans dans des conditions de paix. Pour comprendre comment l'Allemagne en est arrivée à ce point, il est nécessaire de remonter à plus de 20 ans. La réponse ne réside pas dans les décisions désespérées des derniers jours de la guerre, mais dans un processus méthodique, délibéré et extraordinairement efficace qui commença avant même que la guerre ne devienne une possibilité concrète. Un processus qui transforma toute une génération d'enfants allemands en soldats avant même qu'ils n'aient pu décider s'ils voulaient l'être. Le 28 juin 1919, dans la salle des glaces du palais de Versailles, les représentants de la République de Weimar signèrent le traité qui mettait officiellement fin à la Première Guerre mondiale. Ce qu'ils signèrent n'était pas seulement un accord de paix, c'était le document qui définirait la politique allemande au cours des 20 années suivantes et qui préparerait le terrain psychologique sur lequel Adolf Hitler construirait son mouvement. Pour comprendre la jeunesse hitlérienne, il est essentiel de comprendre l'état psychologique et politique de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles de 1919 n'imposa pas seulement des réparations économiques dévastatrices, mais produisit également une profonde blessure culturelle. L'Allemagne fut déclarée seule responsable de la guerre. Ses territoires furent fragmentés et son armée réduite à 100 000 hommes. Pour des millions d'Allemands, la défaite ne fut pas perçue comme une conséquence logique de 4 ans de conflit, mais comme une trahison, un coup de poignard dans le dos perpétré par des forces internes, principalement des juifs et des communistes, selon la narration qui commencerait à circuler avec un succès croissant. Le coût économique fut également écrasant. Les réparations de guerre fixées à 132 milliards de marks or produisirent une hyperinflation dévastatrice en 1923. En novembre de cette année-là, $1 américain s'échangeait contre plus de 4 trillions de marks. Les économies de toute une vie s'évaporèrent en quelques semaines. La classe moyenne allemande, qui avait constitué le noyau stabilisateur de la société wilhelminienne, fut détruite économiquement. En 1929, lorsque le krach de Wall Street déclencha la Grande Dépression mondiale, l'Allemagne, déjà structurellement fragile, sombra dans un chômage de masse. En 1932, plus de 6 millions de travailleurs étaient au chômage, un chiffre représentant environ 30% de la population active. Dans ce vide d'identité nationale fleurirent les mouvements juvéniles. Le Wandervogel, fondé en 1896 dans une banlieue de Berlin par un enseignant nommé Karl Fischer, fut un pionnier. Des groupes de jeunes effectuaient des excursions dans la nature loin de la supervision des adultes. Le concept était simple mais révolutionnaire pour l'époque. Les jeunes, guidés par d'autres jeunes, reconnectaient avec la terre et l'identité allemande. Le Wandervogel n'avait pas de doctrine politique définie au départ, mais il incarnait un rejet des valeurs bourgeoises de l'époque wilhelminienne, le matérialisme, la froideur industrielle, le manque d'esprit. La guerre détruisit cette génération fondatrice. Parmi les environ 14 000 membres du Wandervogel qui furent mobilisés, la plupart combattirent en première ligne. Des milliers moururent. Ceux qui survécurent revinrent marqués, et beaucoup trouvèrent dans le mouvement radical d'après-guerre une issue à leur désorientation. Le Wandervogel ne retrouva jamais son caractère politiquement neutre. Ses secteurs les plus nombreux dérivèrent progressivement vers le nationalisme völkisch, le mouvement culturel qui combinait le romantisme germanique avec l'antisémitisme. Le terreau pour le national-socialisme était prêt. Une nation humiliée,
Une jeunesse sans modèle fonctionnel, une économie en effondrement et une classe politique qui ne trouvait pas de solution convaincante. Hitler arriva au pouvoir le 30 janvier 1933 non par un coup d'État, mais par une manœuvre politique qui utilisa les mécanismes constitutionnels de la République de Weimar pour la détruire de l'intérieur. Le président Hindenburg le nomma chancelier dans la conviction que les secteurs conservateurs pouvaient le contrôler. Cette supposition fut probablement l'erreur politique la plus catastrophique du XXe siècle. En moins de 2 ans, Hitler avait concentré en sa personne tous les pouvoirs de l'État, supprimé les partis politiques, dissous les syndicats et transformé l'Allemagne en une dictature à parti unique. Pour les jeunes Allemands qui grandirent dans cette Allemagne de la seconde moitié des années 30, il n'existait aucune référence à ce qui avait existé auparavant. Le Troisième Reich était simplement le monde. Adolf Hitler comprit mieux que quiconque le potentiel que représentait la jeunesse allemande. Pas comme une ressource secondaire, mais comme le noyau de son projet. En 1922, le parti nazi, encore une organisation marginale, créa son premier groupe de jeunesse. 4 ans plus tard, en juillet 1926, il fut formellement officialisé sous le nom de Hitlerjugend, jeunesse hitlérienne. Le nom ne laissait aucune place à l'ambiguïté quant à qui était le centre de gravité de l'organisation. Comment on construit un soldat depuis l'enfance? La Hitlerjugend ne fut pas la première organisation juvénile paramilitaire de l'histoire moderne. Mussolini avait créé les Balia en Italie en 1922, pour les enfants de 8 à 12 ans. En Union soviétique, il existait le Komsomol depuis 1918, mais la jeunesse hitlérienne porta la militarisation de l'enfance à un niveau de systématisation sans précédent, avec une efficacité bureaucratique qui la distingue comme un cas d'étude unique dans l'histoire de la propagande et de l'endoctrinement de masse. Le système était structuré par âge, avec une précision qui ne laissait aucun vide. Les enfants de 10 à 14 ans entraient dans le Deutsches Jungvolk, les jeunesses allemandes. À 14 ans, ils passaient à la Hitlerjugend, proprement dite, jusqu'à 18 ans. Les filles avaient leur propre voie parallèle, le Jungmädelbund de 10 à 14 ans, et le Bund Deutscher Mädel, la Ligue des filles allemandes, de 14 à 20 et 1 an. Parallèlement, il existait des organisations de femmes adultes, qui fonctionnaient également comme des courroies de transmission idéologique au sein du foyer. Lorsque Hitler arriva au pouvoir en janvier 1933, la Hitlerjugend comptait environ 100 000 membres. En 1936, les chiffres atteignaient presque 6 millions. Cette même année, la loi sur les jeunesses hitlériennes rendit obligatoire l'adhésion pour tous les jeunes de 10 à 18 ans. En 1939, une nouvelle loi renforça cette obligation. Tous les enfants allemands de 10 ans étaient automatiquement intégrés au système. L'éducation dans le Troisième Reich cessa d'être une affaire familiale pour devenir une prérogative de l'État. Ceux qui refusaient d'inscrire leur enfant étaient dénoncés comme antipatriotes. Le propre Hitler décrivit sans euphémisme quel était son objectif. Dans un discours prononcé devant la jeunesse réunie à Nuremberg, il déclara qu'il voulait une jeunesse agile comme un lévrier, dure comme le cuir, solide comme l'acier. Les valeurs académiques traditionnelles étaient subordonnées à la formation physique et à la forge du caractère combatif. Baldur von Schirach, premier leader national de la Hitlerjugend, traduisit ce mandat en un système d'entraînement progressif qui commençait par des jeux, des marches et des camps et montait progressivement vers l'instruction militaire explicite. Le principe directeur que von Schirach répétait jusqu'à en faire un slogan était « La jeunesse doit être guidée par la jeunesse ». Les leaders juvéniles étaient d'autres jeunes à peine plus âgés que leurs subordonnés. Cela créait un système de pression horizontale bien plus efficace que l'autorité adulte traditionnelle. Le jeune ne ressentait pas qu'il obéissait à un monde adulte incompréhensible, mais qu'il faisait partie d'un collectif de pairs partageant des valeurs, des rituels et un destin commun. La vie quotidienne d'un membre de la Hitlerjugend était dense et structurée. Les dimanches matins étaient obligatoirement des jours de la HJ. Il n'y avait pas de messe, pas d'activité familiale, pas de loisirs non supervisés. L'uniforme était la chemise brune, le short noir, les chaussettes marron foncé et le foulard avec nœud en cuir. L'insigne de la HJ, une rune de la victoire stylisée, se portait au cou. L'insigne était plus qu'une simple décoration, c'était un marqueur d'appartenance qui servait de système d'identification sociale.
Ne pas porter l'uniforme quand cela était requis était aussi inhabituel et suspect que de ne pas assister aux réunions. Les réunions hebdomadaires comprenaient des marches, des exercices physiques, des instructions idéologiques et des chants collectifs. Le répertoire de chansons de la Hitlerjugend mérite une mention particulière car il illustre avec précision la nature de l'endoctrinement. Les chansons mélangeaient des mélodies accrocheuses avec des paroles glorifiant la mort au combat, la supériorité germanique et la loyauté totale au Führer. L'une des plus connues comprenait un vers promettant de continuer à marcher, même si tout était en ruine, une déclaration de fanatisme codée dans un format musical accessible à n'importe quel enfant de 10 ans. La pédagogie nazie appliquée à travers la Hitlerjugend opérait sur plusieurs plans simultanés. Le physique était le plus visible. Course de fond, marche avec équipement lourd, exercice d'obstacles, natation, escalade. Mais la formation idéologique était tout aussi systématique. Les camps d'été, qui pouvaient durer des semaines, étaient des environnements totaux où l'enfant était isolé de sa famille et complètement immergé dans l'univers symbolique nazi. Chansons, rituels nocturnes avec des torches, serments de fidélité au Führer, conférences sur la race et la pureté germanique, récits des batailles historiques des peuples germaniques comme mythologie fondatrice. Une phrase attribuée à Hitler résume la logique avec une clarté brutale. Quand un adversaire dit « Je ne me joindrai pas à vous », je réponds tranquillement « Ton enfant nous appartient déjà ». Ce n'était pas une fanfaronnade. C'était une description précise de la mécanique du système. La Hitlerjugend n'était pas un monolithe. Au sein de sa structure, il existait des branches spécialisées qui orientèrent les jeunes vers différents secteurs de l'appareil militaire et productif du Reich. Cette spécialisation précoce faisait partie du plan. Il ne s'agissait pas seulement de former les garçons à être des soldats de manière générale, mais de les préparer à occuper des rôles spécifiques au sein de la machine de guerre qui était anticipée. La Flieger HJ, la branche aviation, était l'une des plus populaires et nombreuses. En 1938, elle comptait environ 78 000 membres, dont 15 000 avaient déjà obtenu des brevets de planeur. Les adolescents de la Flieger HJ, montrant des aptitudes exceptionnelles, étaient désignés comme futurs cadets de la Luftwaffe, garantissant qu'au moment de l'âge du service militaire, aucune autre branche ne pourrait les recruter. Les organisations aéronautiques préparaient également les futurs Fallschirmjäger, les troupes aéroportées d'élite, et les Flakhelfer, auxiliaires de l'artillerie anti-aérienne. La marine HJ orientait ses membres vers la marine de guerre avec une formation en voile, navigation et communication. La moteur HJ attirait ceux intéressés par la mécanique et la conduite. À partir de 16 ans, lorsqu'ils pouvaient obtenir leur permis, les jeunes de cette branche recevaient une formation pour conduire des camions, des motos et des véhicules militaires. La Nachrichten HJ se spécialisait dans les communications et les signaux. La Sanitäts HJ préparait des auxiliaires médicaux et des secouristes. Cette architecture de spécialisation avait une fonction qui allait au-delà de la formation technique. Elle créait des identités différenciées au sein de l'organisation, favorisait la fierté de la branche et garantissait que, lorsque le système de recrutement militaire aurait besoin de personnel avec des compétences spécifiques, la Hitlerjugend serait déjà prête. À la fin des années 1930, la ligne entre la formation civile et l'entraînement militaire était pratiquement inexistante. À l'automne 1940, la Direction nationale de la jeunesse exigea que les garçons de 10 ans et plus s'entraînent avec des armes réelles et fassent des manœuvres sur le terrain. Arthur Axmann, qui succéda à von Schirach en tant que leader de la Hitlerjugend en août 1940, annonça fièrement qu'1 million de jeunes s'entraînaient avec des armes réelles et que 31 000 d'entre eux étaient des tireurs de première catégorie. Ce n'était pas de la propagande vide. C'était le résultat d'un système qui s'optimisait depuis plus d'une décennie. La guerre atteint le front intérieur. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939, la Hitlerjugend était déjà une organisation de millions de membres parfaitement endoctrinés. Pendant les premières années de la guerre, le rôle formel des jeunes était de soutenir logiquement et civilement. Collecte de métaux et de matières premières, assistance dans les hôpitaux, remise de messages, surveillance nocturne pendant les bombardements. Mais la réalité du conflit commença à estomper la frontière entre le soutien et le combat actif bien avant ce que les documents officiels reconnaissent.
Les camps KL5, dont l'acronyme signifie Kinderlandverschikung, le programme d'évacuation des enfants vers des zones rurales, illustre parfaitement cette transition. Créés initialement comme une mesure de protection pour éloigner les enfants des villes bombardées, les camps KL1 devinrent progressivement des centres d'endoctrinement intensif. Entre 1940 et 1945, plus de 2,8 millions d'enfants allemands furent envoyés dans ces camps. Situés principalement en Prusse orientale, dans la région polonaise du Warthegau et en Haute-Silésie, les camps variaient en taille, allant de 18 à 1200 enfants. Ils étaient dirigés par des enseignants approuvés par le parti et des chefs de la Hitlerjugend. Les écoles urbaines avaient pour la plupart fermé à cause des bombardements alliés, de sorte que ces camps devinrent le seul environnement éducatif disponible. Les parents qui résistaient à envoyer leurs enfants étaient dénoncés comme antipatriotes. Les visites familiales étaient activement découragées, non seulement pour éviter la nostalgie, mais aussi pour isoler les enfants de leur environnement familial et maximiser l'efficacité de l'endoctrinement. Les camps KL5 préparaient les adolescents aux rencontres mortelles avec les soldats alliés dans les décombres et ruines de l'Allemagne d'Hitler. Selon la description contenue dans les documents de l'époque, le Streifendienst, le service de patrouille de la Hitlerjugend, ajoutait une autre dimension inquiétante. Pendant la guerre, ces groupes de jeunes en uniforme agissaient comme force de police auxiliaire. Ils faisaient respecter les couvre-feux et les coupures de courant, servaient d'informateurs contre les citoyens suspects, formaient des escadrons de poursuite pour capturer les fugitifs des prisons et des camps et capturaient les aviateurs alliés abattus sur le territoire allemand. Les membres du Streifendienst portaient un gorjal spécial lorsqu'ils étaient en service, un signe visible de leur autorité. Ils étaient formés à l'utilisation d'armes de poing et portèrent des fusils lors de leur patrouille. La Hitlerjugend n'était pas seulement réprimée par l'État nazi, la Hitlerjugend était aussi un instrument de répression. Les membres les plus âgés du Streifendienst en vinrent à exercer une autorité que beaucoup d'adultes trouvaient perturbante. L'inversion des hiérarchies que cela produisait, des enfants ayant un pouvoir coercitif sur les adultes, était à la fois un produit et une démonstration du succès du système. Les jeunes les plus endoctrinés devenaient le relais du contrôle totalitaire au niveau capillaire de la société, l'immeuble, la rue, le quartier. Dénoncer le voisin qui faisait des commentaires défaitistes, le collègue de travail qui écoutait secrètement des stations étrangères, le membre de la famille qui cachait des aliments sans les déclarer. Voilà les tâches que le système confiait à ses membres les plus jeunes et les plus fanatiques. Plusieurs historiens ont souligné avec précision que l'organisation était à la fois dirigée et surveillée par ses propres membres. Les garçons les plus fanatisés étaient les plus dangereux pour les autres garçons. Le système créait des mécanismes d'autosurveillance qui rendaient presque impossible la dissidence. Le premier échelon massif de participation directe des enfants aux opérations militaires fut le réseau de défense anti-aérienne. Depuis 1943, face à la pression croissante des bombardements alliés sur les villes allemandes, la Luftwaffe commença à intégrer systématiquement les adolescents de la Hitlerjugend comme auxiliaires dans les batteries anti-aériennes. Ces jeunes furent appelés Flakhelfer, auxiliaires de la Flak, une tour équipée d'un canon anti-aérien. Le programme s'étendit à presque toutes les villes allemandes d'importance stratégique ou industrielle et impliqua des centaines de milliers de jeunes pendant les années 1943 et 1944. La décision de mobiliser les adolescents pour la défense anti-aérienne répondait à un besoin concret et immédiat. Les bombardements alliés sur l'Allemagne s'intensifiaient à un rythme que la Luftwaffe ne pouvait pas gérer efficacement uniquement avec du personnel adulte, car les hommes capables d'opérer les batteries de canons anti-aériens étaient nécessaires sur le front. Les garçons de 15 et 16 ans, formés pendant des années à la Hitlerjugend pour la discipline et l'obéissance, représentaient une réserve humaine disponible et politiquement gérable. Le recrutement des Flakhelfer suivait un schéma qui révélait la gradualité délibérée du processus. Au début, il fut présenté comme une affectation volontaire, patriotique, compatible avec la scolarité. Les garçons de 15 et 16 ans étaient affectés aux batteries anti-aériennes où ils étaient censés jouer des rôles de soutien. Transport de munitions, communication, gestion des projecteurs. Très rapidement, la réalité dépassa cette description. Les Flakhelfer finirent par opérer les canons eux-mêmes
calculer les trajectoires, coordonner les tirs sous les bombardements actifs. L'uniforme des Flakhelfer était la combinaison parfaite de l'absurdité bureaucratique nazie et de la cruauté de la situation réelle. Ils portaient l'uniforme bleu-gris de la Luftwaffe avec une insigne spécifique de Luftwaffe-Helfer, mais ils gardaient également les symboles de la Hitlerjugend. Ils étaient soldats selon leur fonction, enfants selon leur âge légal et étudiants selon les documents que le régime s'efforçait de tenir à jour. Tandis qu'ils servaient dans les batteries antiaériennes, beaucoup continuaient à assister aux cours pendant les intervalles entre les attaques. Les enseignants se déplaçaient jusqu'aux installations militaires pour donner des cours de mathématiques et de littérature entre deux périodes de service. L'image d'un adolescent qui, quelques minutes auparavant, calculait l'angle d'élévation d'un canon de 88 mm pour abattre un bombardier et qui ensuite s'asseyait pour écouter un cours sur Goethe, résume de manière presque surréaliste la nature du système qui les a produits. Dans les villes les plus bombardées, les batteries antiaériennes opérées par des adolescents devinrent une partie intégrante de la défense urbaine. À Hambourg, Berlin, Cologne et Dresde, les Flakhelfer ont opéré pendant les campagnes de bombardement massifs alliés de 1943 et 1944 avec des pertes significatives. Les statistiques précises sont difficiles à établir car le régime nazi maintenait délibérément des chiffres opaques concernant les pertes des jeunes, mais les témoignages des survivants et les archives alliées documentent la présence massive de ces auxiliaires adolescents dans les positions de première ligne antiaérienne. La 12e division SS Hitlerjugend, une unité d'élite composée d'enfants. Si les Flakhelfer représentent l'incorporation massive et relativement improvisée d'adolescents dans l'effort de guerre, la 12e division Panzer SS Hitlerjugend représente l'opposé, la création planifiée, depuis zéro, d'une unité de combat d'élite exclusivement composée de jeunes de la Hitlerjugend, dirigée par des vétérans des SS et destinée aux opérations de première ligne les plus exigeantes. Son origine remonte à janvier 1943, lorsque, lors de la conférence de Casablanca, les dirigeants alliés déclarèrent qu'ils combattront jusqu'à la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. Cette déclaration galvanisa les secteurs les plus fanatiques de la Hitlerjugend, qui interprétèrent l'annonce comme une preuve que la guerre exigeait le sacrifice ultime. Les SS lancèrent immédiatement une campagne de recrutement menée par le SS Gruppenführer Gottlob Berger, chef de l'office de recrutement des Waffen-SS. La réponse fut massive. Des milliers de volontaires, dont beaucoup n'avaient pas encore 17 ans. Officiellement, l'unité fut créée le 23 juin 1943. Le 20 juillet de la même année, à Anvers, elle fut constituée en tant que division SS Panzergrenadier Hitlerjugend. En octobre 1943, avec l'incorporation de blindés, elle fut à nouveau désignée sous le nom de 12e division SS Panzergrenadier Hitlerjugend. L'état-major était composé de vétérans d'élite issus de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, la division de garde personnelle de Hitler, considérée comme la plus prestigieuse des Waffen-SS. Parmi les officiers qui composèrent cet état-major figuraient Fritz Witt, Max Wünsche, Kurt Meyer, Wilhelm Mohnke et Gerhard Bremer, des noms qui apparaissent dans les archives des campagnes les plus sanglantes du front oriental. Le choix de cet état-major vétéran n'était pas un hasard. La logique était précise. Les jeunes de la Hitlerjugend apportaient le fanatisme, l'énergie et l'endoctrinement idéologique qui les rendaient prêts à mourir sans hésiter. Les vétérans de la LSSAH apportaient l'expérience technique et tactique nécessaire pour que ce fanatisme ne soit pas gaspillé dans des gestes inutiles, mais qu'il soit canalisé en un combat efficace. L'entraînement auquel les recrues de la 12e division ont été soumises fut l'un des plus intensifs documentés dans l'histoire militaire du XXe siècle. Pendant une année entière, les jeunes furent soumis à un programme combinant entraînement physique extrême, instruction technique sur tous les systèmes d'armement disponibles et endoctrinement idéologique continu. Les exercices de terrain utilisaient des munitions réelles et de l'artillerie authentique, sous l'argument que la familiarisation avec les conditions réelles de combat sauverait des vies sur le front. Les pertes pendant l'entraînement n'étaient pas inconnues, mais elles étaient acceptées comme faisant partie du coût de la méthode. Un détail de cet entraînement révèle avec précision la nature des recrues.
Tous les soldats de moins de 18 ans recevaient une ration de bonbons au lieu du tabac attribué aux adultes. C'était la seule concession faite à leurs conditions de mineurs dans un environnement qui les traitait, dans tous les autres aspects, comme des soldats adultes. Les vêtements étaient tellement rares que certains s'entraînèrent avec leurs uniformes de la Hitlerjugend, et certains membres des équipages de chars portaient des uniformes de U-boot capturés par la marine allemande, car les combinaisons de Panzer n'étaient pas suffisantes pour tout le monde. L'endoctrinement au sein de la 12e division poursuivait celui qui avait commencé dans la Hitlerjugend, mais avec un accent particulier sur les vertus guerrières. Les garçons étaient constamment comparés aux héros de la mythologie germanique. Siegfried, qui tua le dragon. Arminius, qui battit les légions romaines dans la forêt de Teutobourg. Hermann von Salza et les chevaliers teutoniques qui étendirent le monde germanique vers l'Est. La Seconde Guerre mondiale était ainsi inscrite dans un récit épique qui remontait à des millénaires. Ce n'étaient pas des adolescents de 17 ans en 1944, ils étaient la dernière incarnation d'une tradition guerrière qui exigeait d'eux la même chose que de tous ceux qui les avaient précédés, mourir si nécessaire avec honneur. Le résultat psychologique de cet endoctrinement combiné à l'entraînement physique extrême a été documenté par les officiers des SS qui les supervisaient. Les garçons acquéraient une rigidité militaire et un sérieux désespéré qui alternait de manière perturbante avec des comportements enfantins. Ils pouvaient calculer des trajectoires d'artillerie et nettoyer un fusil d'assaut dans le noir, et en même temps éclater en sanglots en recevant une lettre de leur mère. Ils avaient été accélérés vers l'âge adulte d'une manière qui détruisait le processus naturel de développement sans le compléter vraiment. Ils étaient des guerriers fonctionnels et des enfants incomplets en même temps. La division comptait environ 20 000 hommes lorsqu'elle a été engagée au combat en juin 1944. Elle était composée de 4 régiments de combat et de diverses unités de soutien. Elle comprenait le SS Panzer, régiment 12, 2 régiments d'infanterie mécanisée, un puissant régiment d'artillerie avec plusieurs batteries, des unités de reconnaissance, des ingénieurs et des services logistiques. Selon les standards de 1944, dans une armée allemande déjà en proie à de graves pénuries matérielles, la 12e division était relativement bien équipée, bien que la pénurie de carburant et les défaillances bureaucratiques des SS furent des sources constantes de friction pour son commandant, Fritz Witt. Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquèrent en Normandie. Dans la confusion qui suivit, Hitler mit du temps à autoriser le mouvement des réserves blindées, car il était toujours convaincu que le véritable débarquement aurait lieu à Calais. La 12e division H-Jitz, faisant partie des réserves stratégiques dans le nord de la France, reçut des ordres contradictoires qui firent perdre des heures cruciales dans des marches et contre-marches vers Lisieux. Lorsqu'ils arrivèrent sur le front, ils avaient déjà subi 83 pertes, rien qu'en se déplaçant, à cause des attaques de l'aviation alliée qui dominait complètement les cieux au-dessus de la Normandie. Le 7 juin, les forces canadiennes lancèrent une attaque en direction de l'aérodrome de Carpiquet. Le régiment 25 de la 12e division contre-attaqua dans les environs de l'abbaye d'Ardennes. Les soldats alliés qui affrontèrent pour la première fois les jeunes de la 12e division leur donnèrent immédiatement le surnom de Baby Division. Les jeunes aux cheveux blonds et au visage rosé, littéralement sans barbe dans de nombreux cas, se battaient avec une férocité qui stupéfia les vétérans alliés. Ils tenaient bon sous les bombardements de 1000 avions, les rafales d'artillerie et les vagues de tanks avec une résistance que les observateurs qualifièrent de produit d'une conviction frôlant le fanatisme clinique. Ce que les Alliés ne pouvaient pas savoir, mais découvrir progressivement, c'était que cette férocité n'était pas de l'improvisation téméraire. Elle était le résultat de plusieurs années d'endoctrinement qui avaient littéralement reconfiguré la réponse émotionnelle de ces jeunes face au danger. Les registres des prisonniers capturés par les Alliés documentent un schéma perturbant. Lorsque les blessés de la 12e division étaient capturés et qu'on leur offrait des transfusions sanguines pour leur sauver la vie, beaucoup refusaient si l'origine raciale du donneur ne pouvait être vérifiée. Ils préféraient mourir plutôt que de recevoir du sang d'origine incertaine. L'endoctrinement avait pénétré plus profondément que l'instinct de survie. Mais la 12e division fut également le théâtre de crimes de guerre documentés. Dans l'abbaye d'Ardennes et ses environs, un groupe de membres de la division assassina des prisonniers de guerre canadiens.
Ces crimes ne furent pas attribués uniquement au stress du combat chez de jeunes recrues inexpérimentés, mais au résultat direct de plusieurs années d'endoctrinement qui avaient déshumanisé l'ennemi et relativisé la valeur de la vie humaine d'autrui. Le commandant de la 12e division, le Brigadeführer Kurt Meyer, fut condamné à mort pour ces faits à la fin de la guerre. Sa sentence fut commuée et il fut libéré en 1954. Il mourut en 1965, bien plus chanceux que la plupart des jeunes sous son commandement. Pendant les 2 premiers mois de la bataille de Normandie, la 12e division subit des pertes dévastatrices. Fritz Witt, le premier commandant de l'unité, fut tué au combat le 16 juin 1944 lorsqu'un bombardement naval détruisit son poste de commandement près de Venoy. Il fut remplacé par Kurt Panzer Meyer, un vétéran des campagnes de Pologne, de France, des Balkans et du front de l'Est qui avait une réputation d'audace tactique frôlant la témérité. Meyer, contrairement à de nombreux officiers des SS, était conscient des limites réelles de ces jeunes recrues et tenta de compenser cela par des manœuvres rapides et agressives, exploitant l'initiative tactique avant que la supériorité matérielle alliée ne puisse être pleinement appliquée. Les semaines de juillet et août 1944 sur le front de Caen furent parmi les plus sanglantes de toute la campagne de Normandie pour les forces allemandes. La 12e division combatta dans la défense de la ville de Caen, que les Alliés prirent finalement le 9 juillet après des semaines de combats urbains qui détruisirent 75% de ses bâtiments historiques. Elle combattit ensuite dans les collines au sud de la ville, dans les forêts de Singlet et autour de Falaise. Les jeunes de la HJ, sans expérience préalable du combat, apprirent en quelques jours ce que signifie la véritable guerre. Le bruit permanent de l'artillerie, la pluie de bombes des Typhoon et Thunderbolts alliés qui attaquaient tout véhicule allemand visible depuis les airs. L'avance lente et brutale, mètre par mètre sur le terrain de bocage, les haies normandes si denses qu'elles transformaient chaque champ en un piège potentiel. D'autres hauts officiers, Waldmüller, Jürgensen, Krauss, moururent dans les mois suivants. La doctrine des Waffen-SS, qui exigeait que les officiers partagent les conditions des hommes Scharmtäte et mènent depuis le front, entraîna des taux de perte d'officiers extraordinairement élevés. En août 1944, lorsque le front de Normandie s'effondra dans la poche de Falaise, la 12e division avait été réduite à une fraction de sa force initiale. Les survivants, dont beaucoup avaient maintenant 17 ans et avaient vécu le plus violent de leur vie, se replièrent vers l'Est tandis que le Reich se rétrécissait. La Baby Division s'était avérée être un instrument redoutable sur le plan strictement militaire. Les forces canadiennes et britanniques qui l'avaient affrontée enregistrèrent dans leurs rapports la férocité et la compétence tactique de leurs adversaires. Ces mêmes rapports documentaient également l'âge des prisonniers capturés, des garçons qui, dans des circonstances normales, auraient été en train d'étudier pour leurs examens de baccalauréat. L'effondrement. Les enfants dans les dernières lignes de défense. Entre août 1944 et janvier 1945, ce qui restait de la 12e division fut partiellement reconstitué et engagé dans les combats des Ardennes, la dernière grande tentative offensive allemande sur le front occidental. En janvier 1945, la division, décimée pendant la bataille de Normandie, parvint à se replier vers Cologne. L'armée allemande et les Waffen-SS étaient réduites à des collections dispersées d'unités épuisées, mal équipées et avec un commandement qui ne pouvait plus mener des opérations cohérentes à grande échelle. Mais le désespoir du régime ne le conduisit pas à conclure que la guerre était perdue et qu'il fallait négocier. Il le mena exactement à l'opposé, à envoyer au combat les seules ressources encore disponibles en abondance. Et ces ressources étaient les enfants. Le Volkssturm, créé par décret de Hitler le 25 septembre 1944, fut l'institutionnalisation de cette logique. La dénomination officielle était « Milice populaire du Reich » et elle était composée de tous les hommes allemands entre 16 et 60 ans qui n'étaient pas déjà engagés dans les forces armées régulières. En pratique, la limite des 16 ans était systématiquement violée. Les archives et témoignages de l'époque documentent la présence de garçons de 14 et 15 ans dans des unités du Volkssturm, ainsi que des membres de la Hitlerjugend de 12 et 13 ans occupant des positions défensives pendant les derniers mois du conflit. Le Volkssturm était, en termes militaires, une entité profondément dysfonctionnelle qui illustre la dissociation entre la narration du régime et la réalité opérationnelle.
Créer une force combattante efficace nécessite des mois ou des années de formation, une logistique intégrée, une chaîne de commandement cohérente et un équipement adéquat. Le Volkssturm manquait de tous ces éléments. Les hommes et les enfants qui y étaient affectés recevaient un entraînement minimal, parfois de seulement 2 semaines. L'armement consistait fréquemment en Panzerfaust, un lance-grenade anti-char jetable à usage unique, bon marché à fabriquer, simple à utiliser et théoriquement capable de détruire un char à courte distance, théoriquement. Le problème était que courte distance signifiait moins de 30 mètres, ce qui nécessitait de s'approcher d'un blindé en mouvement jusqu'à presque le toucher. Une opération qui impliquait un taux de mortalité extraordinairement élevé. Les unités du Volkssturm reçurent également le STG-44, le fusil d'assaut Sturmgewehr, une arme efficace, mais qui, entre les mains d'enfants avec seulement 2 semaines d'entraînement, ne compensait ni le manque d'expérience tactique, ni le désavantage numérique écrasant. Les photographies d'archives de l'époque montrent des membres du Volkssturm portant des manteaux civils sur lesquels un brassard portant l'inscription Volkssturm Wehrmacht était cousu. Beaucoup de ces manteaux appartenaient à leurs propriétaires. Il n'y avait pas suffisamment d'uniformes militaires. Les scénarios de combats urbains qui se sont déroulés dans les villes allemandes au cours des premiers mois de 1945 furent particulièrement brutaux pour les membres les plus jeunes du Volkssturm. À Breslau, la ville polonaise de Wrocław, qui fut déclarée forteresse par Hitler et défendue pendant des semaines contre l'avancée soviétique, des groupes d'adolescents combattirent dans les sous-sols, les bâtiments détruits et les tunnels du métro aux côtés des soldats réguliers et des membres du parti. À Cologne, Düsseldorf, Francfort, Leipzig et dans des dizaines de villes moyennes, le modèle se répéta. Les forces alliées avançant trouvaient des défenseurs comprenant des garçons de 14 et 15 ans armés de Panzerfaust, cachés dans les ruines, avec l'ordre de ne pas se rendre. Les équipes de chasseurs de tanks du Volkssturm étaient organisées en groupes de 9, 6 armés de Panzerfaust et 3 assurant une couverture avec des armes automatiques. À mesure que les officiers et les dirigeants plus âgés de la Hitlerjugend tombaient, tués ou étaient capturés, les garçons les plus jeunes prenaient rapidement leur place. Il n'était pas rare qu'un Gefolgschaftsführer de 16 ans commande un groupe de 800 garçons. Dans les villes assiégées, les filles de la BDM opéraient des canons anti-aériens. Sur les barricades, les jeunes tiraient des Panzerfaust contre les blindés soviétiques. Des femmes, des enfants et des personnes âgées creusaient des tranchées anti-chars et érigeaient des obstacles. La brutalité de cette situation n'était pas le résultat d'une improvisation de fin de conflit. C'était la conséquence logique d'un système qui, pendant plus d'une décennie, avait préparé ses enfants exactement pour ce moment. Mourir pour le Führer sans hésiter, sans négocier, sans se rendre. Goebbels nourrissait cette détermination avec la propagande des Werwolfen et avec la menace constante que les soviétiques tueraient tout le monde de toute façon si on se rendait. Pour les enfants qui ne connaissaient aucune autre réalité que l'univers nazi et dont la psychologie avait été façonnée depuis l'enfance pour associer la reddition à la trahison et la mort à l'honneur, cette narration fonctionnait avec une efficacité terrifiante. Dans le catalogue des instruments de la jeunesse allemande pendant les derniers mois de la guerre, les Werwolfen occupent une place particulièrement sombre, en partie en raison de leur caractère réel, en partie à cause du mythe que Goebbels a délibérément construit autour d'eux. Les Werwolfen, groupe de guérilleros de résistance finale, ont été organisés secrètement sous l'autorité des SS de Himmler dans l'intention de constituer des unités de combat irréguliers qui opéreraient derrière les lignes alliées à travers toute l'Allemagne. L'idée était de créer une version allemande des mouvements de résistance qui avaient harcelé les forces allemandes en Pologne, en France, en Italie, en Russie et dans les Balkans. Les Werwolfen devaient opérer depuis l'Alpenfestung, la forteresse alpine, la région d'Obersalzberg dans les Alpes bavaroises, sacrée dans la mythologie nazie car elle abritait la résidence d'Hitler au Berghof. De là, des groupes de commandos entraînés réaliseraient des attaques de snipers, des embuscades, des sabotages d'infrastructures et des empoisonnements de fournitures d'eau et de nourriture des forces alliées. Les membres de la Hitlerjugend les plus fanatisés furent recrutés pour les Werwolfen. Pour les jeunes qui avaient été endoctrinés toute leur vie avec la mythologie du sacrifice final, avec des chansons proclamant qu'ils continueraient à marcher lorsque tout serait en ruine, la perspective d'une résistance héroïque dans les montagnes résonnait profondément.
La loyauté envers Hitler n'était pas pour eux une obéissance politique calculée, c'était une foi religieuse. Ils ne connaissèrent pas d'autre Dieu. Cependant, les Werwolfen ne se matérialisèrent jamais en une force combattante efficace. La propagande de Goebbels, qui décrivait les Werwolfen comme une menace omniprésente et invincible pour les occupants alliés, déformait énormément la réalité. L'organisation était embryonnaire, l'entraînement insuffisant et le leadership désarticulé. Lorsque Hitler décida de rester à Berlin au lieu de se retirer dans la forteresse alpine, la prémisse géographique de la résistance guérillero disparut. Après le suicide d'Hitler, le 30 avril 1945, son successeur désigné, l'amiral Karl Dönitz, ordonna à tous les membres des Werwolfen de cesser leurs opérations. L'ordre fut obéi. Les quelques groupes qui continuèrent à résister furent rapidement capturés et condamnés à l'emprisonnement ou aux travaux forcés, y compris l'exhumation de fosses communes. Certains furent exécutés. Ce que les Werwolfen réussirent, paradoxalement, fut de créer chez les Alliés une attitude de méfiance et d'hostilité accrue envers la population civile allemande conquise. La menace de la guérilla juvénile, réelle ou imaginaire, contribua à durcir le traitement de la population pendant les premières semaines de l'occupation. Le bunker et les derniers rites. Berlin, avril 1945. L'armée rouge encerclait la capitale du Reich depuis l'Est et le Sud. Les combats urbains dans les banlieues de la ville faisaient des milliers de victimes par jour. À l'intérieur du bunker, sous la chancellerie, Hitler tenait des réunions d'état-major où il déplaçait des divisions fantômes sur des cartes. Des unités qui n'existaient que sur le papier, détruites depuis des semaines, mais non officiellement dissoutes dans les registres du haut commandement. L'un des derniers actes concrets de cette agonie fut le déploiement d'environ 600 adolescents de la Hitlerjugend, âgés de 15 et 16 ans, pour défendre le pont de Wannsee sur la rivière Havel. Leur mission était d'attendre l'arrivée du 12e armée du général Wenck, qui serait censé briser le cercle de fer. Wenck menait une retraite sans issue sur la rivière Elbe, au sud-ouest de Berlin, et ne vint jamais. Les 600 garçons à Wannsee attendirent une libération qui n'arriva jamais, combattant contre des forces soviétiques qui les surpassaient en nombre et en équipement de manière écrasante. Arthur Axmann, le leader de la Hitlerjugend, avait établi son poste de commandement à la chancellerie du parti, rue Wilhelm. C'était le plus haut gradé restant avec Hitler dans le bunker pendant les derniers jours. Il assista au suicide du Führer le 30 avril 1945 et échappa à l'encerclement de Berlin déguisé. Le dernier acte public d'Hitler, le 20 avril pour son 56e anniversaire, fut la cérémonie dans les jardins détruits de la chancellerie où il décora un groupe de membres de la Hitlerjugend avec la croix de fer. Le plus jeune des décorés avait 12 ans. Il existe des photographies de ce moment. Hitler, le dos légèrement voûté, les tremblements du Parkinson avancés visibles dans sa main gauche, se penchant pour serrer la main de garçons qui lui arrivaient à peine à l'épaule, avec leurs uniformes parfaitement repassés au milieu des ruines de la ville, en flammes autour de lui. À ce moment-là, même les membres du Deutsches Jungvolk, âgés de 10 ans, étaient affectés sur le front en pleine déroute. Les enfants étaient envoyés dans le fourreau à travers toute l'Allemagne pour combattre dans une guerre d'anéantissement qui n'avait plus aucun sens stratégique. Goebbels avait lancé une émission clandestine de propagande sur les Werwolfen, mais il savait parfaitement que le Reich était mort. Ces journaux de cette époque révèlent quelqu'un qui ne croyait déjà plus à la victoire, mais continuait à construire des fictions pour ceux qui y croyaient encore, ou pour ceux qui n'avaient tout simplement d'autre choix que de continuer à combattre. Parmi les dernières initiatives du régime pour prolonger la guerre figurait l'un des projets technologiques les plus avancés de la Seconde Guerre mondiale, le Heinkel HE 162 Salamander, également connu sous le nom de Volksjäger, le chasseur du peuple. Le HE 162 était un avion à réaction à moteur unique monté dorsalement avec une vitesse maximale de 940 km/h, ce qui en faisait l'un des appareils les plus rapides de son époque. Il pesait 3000 kg à vide, avait une envergure de 7,05 mètres et était armé de 2 canons de 20 mm. En termes de technologie aéronautique, l'Allemagne avait plusieurs années d'avance sur les Alliés dans le domaine des avions à réaction. Le ME-262, l'AR-234, le HE-162, des projets qui, s'ils avaient été priorisés plus tôt, auraient pu compliquer considérablement la domination aérienne des Alliés.
Le HE-162 a été conçu avec l'idée explicite qu'il pourrait être piloté par de jeunes pilotes ayant une formation de base en planeur, comme ceux que la Flieger HG produisait par milliers depuis des années. La relative simplicité de ces commandes, comparée à celle des chasseurs conventionnels, le rendait théoriquement accessible à des pilotes ayant peu d'heures de vol. L'idée était que les adolescents de la Hitlerjugend, formés aux planeurs et planeurs motorisés, pourraient passer avec un entraînement minimal à l'avion à réaction le plus rapide du monde. Cela ne s'est jamais produit. La production fut trop lente, les problèmes techniques trop nombreux et le contexte opérationnel du chaos allemand de 1945 trop chaotique pour maintenir la courbe d'entraînement minimale nécessaire. Le HE-162 entra en production de masse mais ne fut jamais utilisé de manière significative sur le terrain. En mai 1945, lorsque la guerre prit fin, plusieurs centaines d'unités étaient dans différentes étapes de production ou dans des hangars. Aucun pilote adolescent de la Hitlerjugend ne vola un de ces avions en combat. Toutefois, le projet est révélateur de la mentalité du régime dans sa phase finale. La volonté d'envoyer des enfants ayant une formation de planeur piloter des avions à réaction de combat était parfaitement cohérente avec le système qui avait envoyé des enfants de 12 ans défendre des ponts avec des Panzerfaust. Une question que les historiens ont largement explorée et à laquelle la réponse reste étonnamment complexe est « Pourquoi cela a-t-il si bien fonctionné ?» Pourquoi les enfants de la Hitlerjugend ont-ils combattu avec autant de férocité jusqu'à la fin quand il était évident pour tout observateur extérieur que la guerre était perdue? La réponse comporte plusieurs couches. La première est purement structurelle. Le système nazi de formation de la jeunesse ne laissait aucun espace alternatif. Il était impossible d'être un adolescent allemand normal dans les années 1930 et 1940 sans passer par la Hitlerjugend. Les organisations religieuses, politiques et culturelles qui auraient pu offrir des récits alternatifs ont été dissoutes ou interdites entre 1933 et 1936. Les parents qui tentaient de protéger leurs enfants du système prenaient le risque de dénonciation et de répression. La Hitlerjugend ne concurrençait pas d'autres institutions formatrices. Elle les avait éliminées. La deuxième couche est psychologique. Le système nazi exploitait magistralement les mécanismes de formation de l'identité propres à l'adolescence. Les jeunes ont besoin d'appartenir à des groupes avec des identités fortes, des rituels, des symboles et des récits héroïques qui leur donnent du sens. La Hitlerjugend fournissait tout cela avec une abondance presque narcotique. Uniformes, insignes, grades, chansons, cérémonies nocturnes, le sentiment d'appartenir à une génération historique appelée à accomplir un grand destin. L'appartenance au groupe était si totale que l'individuation, le processus psychologique normal par lequel les adolescents construisent une identité séparée de leur environnement, était bloqué. Le moi individuel se dissolvait dans le nous de la Hitlerjugend et le moi collectif de la nation allemande. La troisième couche est épistémologique. Les jeunes élevés dans le Reich nazi n'avaient pas accès à des informations alternatives. Les écoles, les médias, les dirigeants culturels et religieux, tous produisaient un discours cohérent qui confirmait la vision du monde nazi. L'ennemi était réel, la menace était existentielle, le sacrifice était noble. Lorsque les premiers indices que les choses n'allaient pas bien commencèrent à s'accumuler, le système avait préparé la réponse. Les revers étaient temporaires, la victoire finale était inévitable, celui qui doutait était un traître ou un lâche. Pour un adolescent qui ne connaissait aucune autre manière d'organiser la réalité, ce récit était le seul disponible. La quatrième couche est celle de l'environnement social immédiat. Les camarades de la Hitlerjugend étaient le groupe de référence principal de l'adolescent. Dans cet univers, le doute était de la lâcheté, la loyauté était la vertu suprême, et la mort au combat était la forme d'existence la plus élevée possible. Le mécanisme de pression de groupe qui fonctionne dans tout collectif adolescent était ici amplifié par l'appareil idéologique de l'État. S'écarter de la norme ne signifiait pas seulement être différent, cela signifiait trahir les camarades qui mouraient à tes côtés, abandonner la nation qui dépendait de toi, nier le sacrifice de tous ceux qui étaient morts avant toi. L'effet combiné de ces facteurs produisit quelque chose que les psychologues modernes reconnaîtraient comme de l'endoctrinement, un processus qui ne supprime pas la capacité cognitive individuelle mais la colonise. Le jeune peut raisonner,
mais uniquement dans l'univers conceptuel que le système lui a fourni. Ces prémices sont contaminées dès le départ. Il n'est pas possible d'arriver à des conclusions hétérodoxes lorsque les outils de la pensée critique ont été systématiquement détruits ou redirigés. Les témoignages de survivants de la Hitlerjugend recueillis dans les décennies suivantes sont révélateurs à cet égard. Beaucoup d'entre eux décrivent ne pas avoir traité la vérité du régime avant des années après la défaite, lorsque les images des camps de concentration ont commencé à circuler. Certains ont mis des décennies. Certains ne l'ont jamais fait complètement. Les cas de jeunes de la HJ capturés par les Alliés dans les dernières semaines de la guerre, qui croyaient encore que l'Allemagne gagnerait, sont nombreux dans les archives militaires alliées. Les interrogateurs britanniques et américains se sont régulièrement retrouvés face à des adolescents qui ne pouvaient pas accepter la réalité de la défaite parce que leur système de croyance ne contenait pas cette possibilité. Le Führer avait promis la victoire, et la promesse du Führer ne pouvait pas être fausse. Cette imperméabilité à la preuve n'était pas de la pure irrationalité. C'était le résultat cohérent d'un système épistémologique fermé. Si les prémices qu'on t'a enseignées sont incontestables, toute preuve qui les contredit doit être fausse, et celui qui porte cette preuve doit être un ennemi ou un menteur. Les garçons qui refusaient les transfusions de sang de donneurs de race incertaine, bien qu'ils soient en train de mourir, n'agissaient pas de manière irrationnelle dans leur cadre de référence. Ils agissaient avec la parfaite cohérence de ceux qui ont entièrement intériorisé un système de valeurs. Le problème résidait dans le système de valeurs et non dans la logique qu'il appliquait. Les générations de grands-parents allemands, qui encore au XXIe siècle sont réticents à parler de leur jeunesse sous le Troisième Reich, ne cachent pas nécessairement une complicité active. Beaucoup cachent simplement la honte d'avoir cru et la difficulté de comprendre comment il a été possible de croire. Les chiffres d'une catastrophe. Les statistiques du coût humain de l'instrumentalisation de la jeunesse allemande sont à la fois imprécises et impressionnantes. L'imprécision résulte en partie de la destruction des archives, en partie de l'opacité délibérée du régime nazi concernant les pertes juvéniles, et en partie de la confusion des dernières semaines de la guerre, lorsque le système bureaucratique du Reich s'est désintégré. Contrairement aux pertes de la Wehrmacht régulière, qui étaient relativement bien documentées dans les registres de l'Oberkommando der Wehrmacht, les morts des membres du Volkssturm et des unités ad hoc de la Hitlerjugend dans les combats finaux n'ont tout simplement pas été enregistrés de manière systématique. Le Reich s'est effondré trop rapidement. Ce qui peut être établi avec une certitude raisonnable, c'est que la 12e division SS Panzer Hitlerjugend a subi des pertes dévastatrices pendant la campagne de Normandie, avec des taux de pertes particulièrement élevés parmi les officiers, en raison de la doctrine de diriger depuis le front. Sur les 20 000 hommes engagés en juin 1944, la division n'était plus qu'une ombre d'elle-même en août de la même année. Quant au Volkssturm, dont les membres constituaient une fraction significative de la Hitlerjugend, les registres d'après-guerre ont estimé qu'environ 175 000 membres étaient disparus au combat. Ce chiffre n'inclut ni les morts confirmés, ni les blessés, et ne fait pas de distinction entre les groupes d'âge. Le nombre total de jeunes de la Hitlerjugend morts entre 1939 et 1945, y compris les Flakhelfer, la 12e division, le Volkssturm, les défenses urbaines et diverses opérations, n'a pas pu être établi avec précision. Les estimations académiques les plus conservatrices parlent de dizaines de milliers. Les estimations les plus larges dépassent le quart de million. La réalité se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes, et il est probable qu'elle ne soit jamais déterminée avec précision. Ce qui est certain, c'est que la guerre a détruit une génération entière de jeunes Allemands. Non seulement ceux qui sont morts, mais aussi ceux qui ont survécu avec des blessures physiques, avec des traumatismes psychologiques non traités dans une époque qui ne disposait pas du concept de stress post-traumatique, et avec une vision du monde radicalement déformée qui mettrait des décennies à se reconstruire. La défaite de l'Allemagne en mai 1945 a posé un problème sans précédent aux Alliés. Comment traiter judiciairement et dénazifier une société dans laquelle le régime avait pénétré jusqu'aux couches les plus jeunes de la population? Les membres de la Hitlerjugend étaient à la fois des auteurs et des victimes, endoctrinés depuis l'enfance dans un système auquel ils n'avaient pas choisi d'appartenir,
mais au sein duquel ils avaient commis ou participé activement à des actes de violence. La première tâche des Alliés fut simplement de mettre fin au combat. Dans les dernières semaines de la guerre, de nombreux jeunes de la HJ ont continué à combattre même après que les autorités militaires locales se soient rendues, car leurs dirigeants de la Hitlerjugend n'avaient pas reçu d'ordre pour arrêter ou refusaient de les accepter. Il y a eu des cas documentés d'adolescents qui ont pendu ou fusillé leurs propres concitoyens allemands pour avoir accroché des drapeaux blancs aux fenêtres. Le fanatisme acquis pendant une décennie d'endoctrinement ne s'éteignait pas avec la signature d'un armistice. Le processus de dénazification, l'Entnazifizierung, a établi 5 catégories pour classer les personnes impliquées dans le régime. Les cadres de la Hitlerjugend ont généralement été classés dans la 3e catégorie, infracteurs mineurs, méritant de la clémence et soumis à une période de surveillance de 2 ou 3 ans. Les membres ordinaires sont majoritairement tombés dans les catégories 4e et 5e, en tant que coreligionnaires ou personnes exonérées. L'exonération de masse était inévitable. Il aurait été impossible et injuste de poursuivre judiciairement plusieurs millions de jeunes qui avaient été contraints par la loi à appartenir à l'organisation. En 1947, les autorités d'occupation alliées proclamèrent une amnistie générale pour toutes les personnes des 2 sexes nées avant le 1er janvier 1919, à condition qu'elles ne soient pas coupables de crimes de guerre. La logique était que ceux qui avaient moins de 26 ans au début du régime nazi en 1933 étaient trop jeunes pour avoir une pleine responsabilité politique concernant leur appartenance aux organisations du parti. Les dirigeants de la Hitlerjugend ont connu des sorts différents. Baldur von Schirach, le premier Reichsjugendführer, fut jugé à Nuremberg et condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité, spécifiquement pour sa participation à la déportation de 185 000 Juifs de Vienne vers les camps d'extermination pendant sa période en tant que Gauleiter de l'Autriche. Il fut libéré en 1966 et mourut en 1974. Il écrivit ses mémoires sous le titre « Je croyais en Hitler », publiés à Hambourg en 1967, dans lesquels il tenta de se présenter comme un jeune séduit et innocent, trompé par le Führer. Les historiens accueillirent le livre avec un scepticisme considérable. Arthur Axmann, son successeur à la tête de la Hitlerjugend et dernier dirigeant de l'organisation, fut arrêté en décembre 1945 lorsqu'on découvrit un réseau clandestin nazi qui l'organisait. Un tribunal de dénazification le condamna en mai 1949 à 3 ans de prison, estimant qu'il avait été nazi par conviction sincère plutôt que par calcul. Après avoir purgé sa peine, il travailla comme représentant commercial à Gelsenkirchen et à Berlin. En 1958, un nouveau procès le condamna à une amende de 35 000 marks pour avoir endoctriné la jeunesse allemande avec des valeurs nazies, mais il fut absous de tout crime commis pendant l'ère de Hitler. Il mourut à Berlin en 1996. Kurt Panzer Meyer, le commandant de la 12e division qui prit le commandement après la mort de Fritz Witt en Normandie, fut condamné à mort pour le meurtre de prisonniers de guerre canadiens. Sa sentence fut commuée en perpétuité puis réduite. Il fut libéré en 1954 et mourut en 1965. La dénazification fut un processus imparfait, ralenti par la logique de la guerre froide qui faisait que les alliés occidentaux étaient intéressés à recruter d'anciens spécialistes du régime nazi, scientifiques, officiers de renseignement, techniciens militaires, contre la menace soviétique. Werner von Braun, le père de la fusée Fab 2, fut le cas le plus connu. Ses connaissances en propulsion de fusées furent jugées trop précieuses pour être gaspillées dans un procès pénal, et il finit par travailler pour la NASA dans le programme spatial qui permettrait d'envoyer les premiers hommes sur la Lune en 1969. Le poids d'avoir cru. Les décennies qui ont suivi la défaite du Reich ont été un long processus de comptes à rendre pour les survivants de la Hitlerjugend. Ils étaient passés d'élite de la nation, porteurs du destin historique de l'Allemagne, à citoyens de la nation la plus stigmatisée de la planète. L'ajustement psychologique était monumental. Les premières années d'après-guerre combinaient la faim matérielle, la destruction physique des villes, le retour chaotique de millions de prisonniers de guerre et de déplacés, ainsi que la révélation progressive des crimes du régime auxquels ils avaient servi.
De nombreux survivants de la Hitlerjugend qui avaient combattu dans le Volkssturm ou dans la 12e division passèrent des années dans des camps de prisonniers alliés avant d'être libérés. Lorsqu'ils retournèrent dans leur ville, beaucoup d'entre elles en ruine, ils trouvèrent un monde qu'ils ne reconnaissaient plus et qui ne les reconnaissait pas pour ce qu'ils avaient été. Beaucoup ont vécu ce que les témoignages de l'époque décrivent comme une dissonance brutale. Les films des camps de concentration que les Alliés les forçaient à regarder pour leur montrer la réalité du régime auquel ils avaient servi. Beaucoup ne pouvaient pas croire que ces images étaient réelles. Certains mirent des années à l'accepter. D'autres construisirent des récits d'ignorance sincères qui leur permettaient de dissocier leur loyauté passionnée au système des conséquences de ce système. « Nous ne savions pas » était la phrase la plus répétée de cette génération. Et il y a des preuves que, dans de nombreux cas, elle était sincère. Non pas une excuse calculée, mais le résultat de décennies de désinformation systématique. Le processus d'acceptation de la culpabilité collective fut lent et inégal. La génération qui grandit dans les années 50 et 60 en Allemagne de l'Ouest trouva, dans de nombreux cas, des foyers où le passé récent était un sujet qui n'était tout simplement pas discuté. Les parents qui avaient milité dans la Hitlerjugend, qui avaient servi dans le Volkssturm ou dans les Waffen-SS parlaient rarement de cela avec leurs enfants. Le silence n'était pas seulement de la honte, c'était aussi la stratégie de survie psychologique de personnes qui n'avaient pas les outils nécessaires pour traiter l'ampleur de ce qu'elles avaient vécu et dans quoi elles avaient participé. Les survivants ont développé un profond ressentiment envers la génération adulte qui les avait élevés, envers les enseignants et les parents qui les avaient livrés au pouvoir nazi, qui avaient détruit une génération entière d'enfants allemands. La responsabilité d'être père ou mère dans l'Allemagne d'après-guerre fut, selon les témoignages, un fardeau extraordinairement lourd. Les conversations familiales sur l'enfance pendant le Troisième Reich furent, pendant des décennies, des conversations qui n'ont pas eu lieu. Même aujourd'hui, comme le souligne la historiographie la plus récente, de nombreux grands-parents allemands hésitent à parler de leur jeunesse pendant cette période. Le silence n'est pas nécessairement équivalent à une complicité active. C'est, dans de nombreux cas, la seule réponse disponible face à une expérience qui défie tout cadre d'interprétation confortable. Le cas de la Hitlerjugend est, entre autres, la démonstration la plus documentée et systématique de ce qui se passe lorsqu'un État décide que l'enfance n'appartient ni aux enfants ni à leur famille, mais au projet politique qui le gouverne. Le système nazi n'a pas improvisé. Il a planifié, construit, financé et optimisé pendant 2 décennies un appareil de conditionnement idéologique qui a transformé des millions d'enfants en instruments idéologiques et finalement en chair à canon. L'échelle du phénomène le distingue de tout précédent historique. Il n'y a pas eu dans l'histoire moderne d'autres instances où un État mobilisa systématiquement entre 8 et 9 millions de jeunes dans une structure unique, les soumettant à une formation idéologique et paramilitaire unifiée pendant des années et les déployant finalement dans des rôles de combat actifs. La Hitlerjugend ne fut pas une expérience marginale ni une mesure d'urgence de dernière minute. Ce fut le projet central du Troisième Reich depuis ses premières années, le pari de Hitler pour construire l'homme nouveau qui soutiendrait son Reich de 1000 ans. Les mécanismes qui rendirent ce processus possible ne disparurent pas avec le Troisième Reich. La combinaison de contrôle total des moyens de formation, d'isolement de l'environnement familial, d'exploitation des mécanismes psychologiques de l'identité adolescente, de construction de récits héroïques de sacrifice et d'appartenance, et d'élimination systématique de la capacité de pensée critique, cette combinaison est un manuel qui peut être appliqué, avec des variations, dans n'importe quel contexte où un pouvoir totalitaire a un accès illimité à l'enfance. L'historien Timothy Snyder a forgé le concept de terre de sang pour décrire les territoires du centre et de l'est de l'Europe où les grands projets totalitaires du XXe siècle ont produit leurs plus grands massacres. Les enfants de la Hitlerjugend ne furent pas les principales victimes de ce siècle de violence, mais ils furent l'un de ces expériences les plus terrifiantes. La démonstration qu'une société peut transformer ses propres enfants en instruments de destruction avec suffisamment de patience, de ressources et de volonté politique. La Hitlerjugend fonctionna parce qu'elle fut patiente. Elle ne chercha pas à créer des soldats du jour au lendemain.
Elle créa des enfants qui voulaient être des soldats, qui avaient intériorisé le sacrifice comme la forme la plus élevée d'existence, qui avaient appris à identifier leur propre vie comme une ressource au service de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le processus a mis une génération à se compléter, et c'est peut-être la leçon la plus inquiétante de tout cet épisode. Le conditionnement le plus efficace ne se mesure pas en semaines, mais en années. Il ne s'impose pas par la force, mais par la séduction, et il n'opère pas sur la raison, mais sur l'identité. La photo de Hitler penché sur ses enfants le 20 avril 1945, entouré de ruines, tandis que les canons soviétiques tonnaient dans les banlieues, est le dernier portrait de ce processus. Un vieil homme mourant remettant des croix de fer à des enfants qui vont mourir pour lui. Ce n'est pas le portrait d'une tragédie imprévue, c'est le portrait d'un plan qui a fonctionné exactement comme il avait été conçu, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier enfant.